en mars 2020, non, c'était en mai 2020. En mai 2020, on parlait déjà de ce rachat de Newcastle auprès de ce nouvel investisseur. Le deal n'avait pas été conclu suite à de nombreux conflits politiques et même internes en Angleterre. Et ça y est, cette fois c'est fait. On est en octobre 2021 et Newcastle a été racheté. C'est ressorti il n'y a pas longtemps dans la presse et ça s'est fait très très vite. Donc nouvel épisode de temps additionnel donc sur ce rachat de Newcastle. Avec moi pour en parler, j'ai Kylian. Comment tu vas, Kylian? J'avais oublié qu'il y avait eu cette musique. Bonsoir tout le monde, ben, un vrai plaisir d'être là. Tu nous l'as demandé. Tu nous l'as demandé. Non, c'est juste, ça me faisait rire. Un grand plaisir d'être là, merci de m'avoir invité sur ce sujet. Hâte d'entendre ce que tu vas nous dire sur ce sujet-là en tout cas. Et avec nous, je pouvais pas parler d'un si grand sujet qui parle du football anglais sans notre ami Geoffrey qui fait sa première cette saison avec nous. Salut Geoffrey. Salut les gars. Encore merci à toi pour l'invitation. Oui, forcément, un très très gros sujet qui a été traité là ces derniers jours par la presse anglaise, même la presse internationale, etc. Et qui va bien au-delà du football et puis de la Première Ligue. Donc énormément de choses à dire sur ce rachat de Newcastle qui fait saliver et un petit peu, on va dire, fait grincer des dents aussi pas mal de monde. Ouais, c'est sûr que là, sur les derniers jours, ça a beaucoup fait parler. Comme on l'a dit en début de podcast, on en avait plus trop entendu parler depuis la moitié de l'année 2020, avec ce deal qui avait capoté. Et c'est réapparu là d'un coup, là, sur le début octobre. En 2 jours, quasiment, ça s'est fait. Et enfin, ça a dû se préparer, bien sûr. Hein, je pense que ça s'est pas fait en 2 jours. Mais médiatiquement, ça s'est fait en 2 jours. Donc, est-ce que, Geoffrey, tu pourrais déjà nous rappeler un petit peu, qui est le nouvel investisseur de ce Newcastle? On rappelle que c'est quand même la famille royale saoudienne qui a investi. C'est un fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite, le PIF. Qui a racheté Newcastle à Mike Ashley pour 350 millions d'euros. C'est tombé la semaine dernière. Il y avait 1 an et demi de rumeurs depuis le mois de mars 2020 et c'est un rachat qui fait beaucoup parler. Et juste pour nos auditeurs qui savent pas trop qui est ce nouvel investisseur, est-ce que tu peux nous en dire plus, toi, Geoffrey? Oui, bien sûr. Alors, ce qui est important de rappeler, tu avais dit que le deal avait été capoté. En fait, il a pas vraiment capoté. Il a été mis en sourdine. En tout cas, pas non plus été traité jusqu'au bout par la Première Ligue. En fait, il avait été retardé et mis à l'arrêt. En fait, par rapport à plusieurs choses, on va y revenir évidemment après, où tout ce qui a eu pas mal de problèmes, jusqu'à un petit peu la semaine dernière quand c'est un petit peu revenu. Mais en tout cas, voilà. Donc Newcastle, donc racheté, donc tu l'as dit, environ 350 millions d'euros, donc 300 millions de livres, donc par le PIF, le Public Investment Fund, pour 80% du capital. Alors on va dire que c'est le PIF, c'est le fonds d'investissement en fait du royaume d'Arabie Saoudite. Donc qui est un petit peu, on va dire, chapeauté par Mohammed Ben Salman, qui est le prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite et le vice-président actuel, qui est une formule estimée à 400 milliards de dollars. Donc c'est pour ça qu'on parle de Newcastle maintenant comme le nouveau club, comme le plus riche du monde. Par comparaison, le PSG avec le Qatar et puis avec QSI, c'est 200 milliards, et City c'est 30 milliards avec Abu Dhabi, avec le Cheikh Mansour. Mais en tout cas, voilà. 80% qui détient le capital par le Public Investment Fund. Il y a 10% par le PCP Capital Partners, et ça aussi c'est un autre acteur très important, puisque il est dirigé par Amanda Staveley, qui va devenir l'une des directrices maintenant du club, et puis Medrat Godoussi. Alors Amanda Staveley, surtout, c'est une femme d'affaires en fait britannique qui était déjà en fait l'intermédiaire pour le Cheikh Mansour lors de l'acquisition de Manchester City par les Émirats Arabes Unis, donc en 2008. Elle était déjà au cœur d'une première tentative de rachat à Newcastle par le passé, et aussi d'une autre en ce qui concerne Liverpool avant le rachat par le Fenway Sport Group en 2010. Et l'autre partie
du capital, donc les 10% restants, c'est Ruben Brothers, donc via l'entreprise Ruben Brothers Sport and Media. Donc Ruben Brothers, donc c'est les frères Simon et David Ruben, qui sont millionnaires et qui sont des fins connaissances de Roman Abramovich. Et en fait, ce sera le fils de David, Jamie Ruben, qui était un allié de Boris Johnson, qui était son committee chairman, on va dire ça, dans sa campagne pour la mairie de Londres en 2012. Il devait rejoindre normalement le conseil d'administration du nouveau Newcastle. Ça, c'était quand il y a eu les premières rumeurs et jusqu'à la possibilité du rachat, donc en mars et avril 2020. Il va intégrer quand même évidemment le board et devenir aussi des directeurs de Newcastle. Et il avait il était avant aussi membre du board des Queen's Park Rangers, QPR, Ouais. pardon, entre 2018 et 2020. Donc voilà. Et après, on a aussi donc Yassir Al-Rumayyan, qui lui qui est le gouverneur, on va dire, du PIF, donc du fonds d'investissement, qui va servir en tant que chairman, non executive chairman, donc président, mais qui va pas s'occuper, on va dire, des affaires courantes du club. En tout cas, voilà, ce sont les personnages un petit peu principaux de ce nouveau rachat et qui ont chapeauté ce rachat pour Newcastle. Alors c'est voilà on en a parlé, hein, on en a déjà discuté de tout ça. C'est des négociations qui ont duré assez longtemps et c'est aussi dû à certaines tensions alors géopolitiques avec le Qatar, notamment sur des problèmes de diffusion de la Première Ligue. Alors il y avait, on parlait d'un diffuseur qui s'appelle, si je vous dis pas de bêtises, le programme Be Out Q. Oui, c'est ça, le programme de piratage. C'est ça, le programme de piratage. Donc en fait, la vente de Newcastle, elle a sans doute pas pu être faite que grâce à des engagements du peuple saoudien sur ce programme de piratage, mais on estime quand même qu'il y a peut-être eu des concessions de fait entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui, on sait aujourd'hui, il y a des tensions diplomatiques entre les deux pays, et c'est aussi en partie à cause de ça que le deal avait un petit peu bloqué à l'époque, parce qu'il aurait pu se faire depuis maintenant 1 an et demi, et il a été un petit peu reporté. Donc aujourd'hui, ça s'est fait, et ça s'inscrit aussi dans une politique, on va dire, d'assouplissement de l'image de l'Arabie Saoudite à l'étranger, donc à l'international. Avec Kylian, je pense que on peut en parler de tout ça, de tout ce que les Saoudiens font dans le sport aujourd'hui, avec la retransmission de beaucoup d'événements internationaux, des tournois de tennis, des tournois de boxe aussi. Pas plus longtemps un peu plus longtemps que ça, voilà, la plus grosse fédération de catch au monde, Ouais, j'allais en parler. la WWE se produit là-bas quasiment tous les ans pour des contrats records. Donc ça s'inscrit dans une politique vraiment de lissage de cette image à l'étranger. Après, c'est pas, faut pas être naïf, c'est pas de la philanthropie, hein. Ça reste avant tout du business et d'un point de vue politique, comme tu le rappelais, par rapport aux tensions avec le Qatar. C'est un peu, entre guillemets, celui qui aura la plus grosse, si je puis dire ainsi. Et Oh, effectivement. tu es vraiment taquin. Non, mais donc voilà, c'est un peu une guerre à distance entre le Qatar et l'Arabie Saoudite sur le terrain du sport. Tu l'as rappelé avec le tennis, etc. Donc et même donc le football avec les clubs qu'on connaît. Donc en fait, je dirais pas que c'est bien, pas bien. Je dirais qu'en fait, c'est le sport est plus ou moins instrumentalisé par ces deux pays et donc le football en l'occurrence. Oui. Puis j'ai parlé de ces sports-là, j'aurais pu rajouter la F1 aussi qui Oui. a eu son Grand Prix à Jeddah. Donc ça fait partie d'un processus selon ce qui se dit de modernisme du côté de l'Arabie Saoudite qui a toujours eu cette image de pays conservateur qui est notamment liée à l'influence religieuse qu'il peut y avoir dans le pays. Donc aujourd'hui, ça tend à progresser et il y a quand même cette petite guéguerre avec le Qatar à ce niveau-là qui aide, on va dire entre guillemets, ce lissage, puisque aujourd'hui l'arrivée de Mohamed Ben Salman au pouvoir montre qu'il y a cette réelle volonté de s'inscrire face au Qatar du moins dans le paysage sportif et à haut niveau. Alors
Après, on pourrait parler de Newcastle comme peut-être un choix par défaut. Alors, je reprends les mots d'un spécialiste de géopolitique du sport qui est Jean-Baptiste Guégan, qui avait détaillé ça pour RMC. Qui disait que Newcastle c'est pas le choix privilégié non plus. Il voulait investir en Première Ligue très certainement, mais si un club par exemple du Big Four était vendeur, alors je sais que peut-être que tu pourras me le confirmer, ça Geoffrey, le PIF avait avancé ses pions sur United il y a quelques années. Oui. Bah, il y a, on va dire, même peu de temps avant déjà les rumeurs et après le rachat en lui-même, donc en début d'année 2020. Oui, il y avait plusieurs rumeurs par rapport à United, quelques rencontres avec les Glazers, donc la famille Glazer qui détient pour l'instant le club. Donc oui, il y avait toujours ça. Après, voilà, concernant United, évidemment, c'était un gros poisson. Déjà, on a vu que voilà, ça amenait pas mal, énormément de tensions. Que rien que déjà que, on va dire, allez, grossièrement, l'Arabie Saoudite s'invite en Première Ligue et en prenant un club évidemment je vais pas dire de moindre importance, mais dont on va dire le palmarès, on va dire l'aura est moins importante que Manchester United. Alors imagine bien ce que ça aurait pu faire si on va dire le PIF s'était emparé vraiment de Manchester United. Mais non, oui, il y avait bien des discussions, on va dire, plus ou moins formelles par rapport à ça, sans que rien ne soit avancé. Mais oui, il y avait quand même des discussions entre le Donc on est plutôt d'accord du coup pour dire que Newcastle reste un choix par défaut. C'est juste que l'opportunité Après, s'est Quentin, présentée. Vas-y, Kylian. non, mais juste, tu parles d'un choix par défaut. C'est sûrement le cas parce que c'est peut-être pas le premier club qui ressort quand tu regardes le championnat anglais, quand tu dois faire un choix. Mais pour moi, ils le voulaient vraiment Newcastle parce que s'ils étaient déjà dessus depuis mars 2020, c'est qu'il y avait quand même un intérêt derrière. Ils y ont vu quelque chose. Oui, mais Donc par défaut, depuis mars 2020, t'as d'autres possibilités qui se sont créées? non, mais Non, mais imaginons juste, par exemple, United et Manchester United est vraiment à vendre et les Glazers décident de baisser un peu le prix. Un prix que peut-être le PIF aurait pu atteindre. Est-ce qu'au final, ils se seraient pas reportés sur un club de plus grosse envergure? C'est ça la question. si, non, mais Là, ça, je pense que là-dessus, tu as raison. Ils auraient sûrement changé de cette façon. Mais pour moi, enfin, disons pour moi, ils achètent pas le club comme si c'était vraiment le dernier truc. Enfin, tu restes pas sur un tel dossier pendant 1 an et demi pour rien. Enfin, je ouais. veux dire, pour moi, ils voulaient aussi vraiment le club quand même. Enfin, c'est pas sans intérêt, je pense quand même. Non, et puis c'est surtout qu'il faut pas oublier que depuis 1 an et demi, je veux dire, en fait, le deal, en fait, tenait toujours. C'est-à-dire que c'était la Première Ligue qui l'avait un petit peu retardé et mise à l'arrêt juste après avoir passé le fameux directeur et owners test de la Première Ligue, où c'est là, en fait, tout est mis à plat devant les responsables de la Première Ligue pour valider ou non le rachat. Mais après, la manière de penser de est-ce que c'est un choix par défaut ou pas, est-ce que c'est Newcastle, après évidemment je veux bien l'entendre, etc., et c'est un petit peu logique d'un point de vue étranger. Après il faut savoir aussi que Newcastle en Angleterre, comme on dit, c'est un massif club, c'est-à-dire un club qui a une histoire absolument de dingue. Alors certes, un gros club, certes, ils ont pas, le club n'a plus gagné de trophée depuis 1969 et c'était la Coupe des Villes des Foires. Oui, c'est vrai que ça peut pas sourire. Je veux Il y dire, en a qui ne connaissent pas le nom de cette coupe, hein. bah, on va dire que c'était encore l'ancêtre de la coupe de l'UEFA, mais Ouais. c'était pas du tout pareil, puisque voilà, c'était une coupe où c'était des foires internationales qui permettaient en fait aux villes qui organisaient ces foires-là de participer à à cette compétition. Mais bon, on n'est pas là pour parler de cette compétition, mais je veux dire tout ça pour dire que voilà, ça remonte à très longtemps, évidemment, le dernier trophée. Mais je veux dire, Newcastle, ça marque aussi les gens. C'est tout au nord de l'Angleterre. C'est l'une des plus grosses villes du nord de l'Angleterre. C'est des couleurs, on va dire, très emblématiques, les bandes noires, noires et blanches, un stade absolument mythique, St James Park, etc. Un peuple, les Geordies, comme on dit, donc les habitants de Newcastle et un petit peu la banlieue, un petit peu pareil que les Scousers de Liverpool et de la banlieue aussi de Liverpool. Donc voilà, en fait, tout ça, on fait que, voilà, en Angleterre, on n'a pas été surpris dans le sens de qu'ils puissent s'intéresser à Newcastle, parce que c'est vrai que c'est quelque chose quand même d'assez massif, mais c'est vrai qu'à l'international et à l'étranger, on peut se dire que oui, bon, Newcastle est peut-être un petit peu
un club comme les autres, mais du point de vue anglais, absolument pas. Donc oui, je peux comprendre ce point de vue-là. Après, il voulait vraiment Newcastle, puisque comme on l'a dit, on va dire que le deal était un petit peu dormant. On vous en avez parlé, donc le litige diplomatique entre l'Arabie Saoudite et le Qatar par rapport au streaming illégal de la Première Ligue. Mais il y a aussi en fait la Première Ligue qui souhaitait des éclaircissements sur le lien entre le PIF, donc du coup le fonds d'investissement, et l'État, enfin le Royaume d'Arabie Saoudite, donc le PIF qui est le fonds d'investissement du Royaume, et de vérifier que ce n'est pas le Royaume directement qui détenait le club, même si bon, voilà, on peut s'en douter, sachant que c'est quand même le fonds d'investissement du Royaume. Et il y a aussi toutes les pressions aussi derrière, et ça c'est vraiment des pressions, géopolitiques et d'ONG, etc., avec Amnesty International qui, concernant les droits de l'homme, en fait, bafoués dans cette région du monde. Des lettres ont été aussi envoyées à Richard Masters, donc ça, c'est le patron de la Première Ligue. Donc, c'était déjà en mai 2020, pour notifier, en fait, les défiances de l'ONG à ce rachat. Donc, il y a une lettre aussi du CEO de beIN Sports, Youssef Al-Boadli, qui a écrit aussi à Richard Masters concernant le streaming. Et surtout aussi, là, dernièrement, ça a refait surface aussi, la dénonciation du rachat à la TV anglaise de Yati Sengiz, qui était la fiancée du journaliste Jamal Khashoggi. Je ne sais pas si vous avez Oui. cette histoire, donc qui était un ancien proche du pouvoir saoudien et devenu un de ses féroces détracteurs, assassiné, etc. Donc qui a aussi écrit une lettre à l'intention des fans de Newcastle en leur demandant de ne pas accepter la vente du club aux Saoudiens, etc. Donc il y avait, on va dire, toutes ces pressions-là et toutes ces obstacles-là qui ont fait que le deal a été mis à l'arrêt, etc. Alors, juste avant de passer un petit peu sur l'avenir du club, notamment un gros jeu de chaises musicales qui va arriver là dans les prochains mois, que ce soit sur le banc ou sur le terrain, j'aurais aimé avoir ton pas ton avis du moins, mais ce que tu peux nous dire sur comment les supporters de Newcastle ont réagi à cette nouvelle. On sait qu'il y avait beaucoup de monde aux abords du stade quand la nouvelle est parue du côté de Newcastle. J'étais plutôt content. Est-ce que c'est le sentiment qui règne du côté du St James Park aujourd'hui? Ça a été une libération, pour ceux qui suivent la Première Ligue et puis même Newcastle en particulier. Voilà, je vais pas dire qu'ils étaient sous le joug de Mike Ashley, mais c'est 14 ans de Mike Ashley, et c'était 14 ans, de chaos. En fait, le club n'a cessé un petit peu, on va dire, de dégringoler, dans le sens où il y avait plus du tout d'ambition. Pourtant, au début, ça avait pas mal commencé, dans le sens où voilà, c'est pas du tout un Geordie, on va dire. Le Mike Ashley, il vient de Staffordshire, qui est la région où il y a Stoke City, par exemple. Enfin, Stoke-on-Trent, par exemple, puisque Stoke City, c'est le club de Stoke-on-Trent. Et en fait, il essayait un petit peu de se mêler, on va dire, au peuple Geordie, etc. Donc ça a été plutôt bien perçu. Mais ensuite, ça a été un petit peu du n'importe quoi. Les liens entre les supporters et le club en lui-même, et surtout le board, ont complètement n'ont plus du tout existé. Il y avait plus du tout de regard par rapport aux demandes des supporters, par rapport au soutien des supporters, etc. Et à chaque fois, à tous les matchs de Newcastle après à domicile, c'était que des pancartes contre Mike Ashley, et surtout la vente du club, etc. Et surtout que Mike Ashley, donc là, avait essayé de proposer son club à chaque fois, enfin en tout cas à plusieurs reprises, sauf que ça n'avait jamais été au bout, soit par rapport à un détail de procédure de la vente, soit par rapport au prix qu'il voulait pas baisser, etc. Donc non, ça a été une libération. Et puis j'ai vu pas mal de tweets qui disaient que oui, voilà comment les fans de Newcastle célèbrent, en fait, maintenant, on va dire, la vente de leur club à un état super puissant, etc. Mais Newcastle aura été vendu à un consortium anglais ou même à l'entrepreneur local, ça aurait strictement rien changé. La joie aura été la même autour de St James Park, en fait. Bon, écoute. C'est pas le fait que Newcastle maintenant est détenu par une superpuissance, etc. C'est le fait d'être débarrassé surtout de Mike Ashley. Du dégagisme. Ouais, c'est ça, il voulait qu'il dégage, quoi, en gros. Ah oui, il voulait, voilà, c'est ce qu'ils disent. Il voulait we want our club back, tu vois. Le club de nouveau soit de retour parmi nous, nous appartienne, etc. Parce qu'en fait, il y avait plus du tout de lien entre Mike Ashley, qui est on va dire le CEO et le propriétaire de Sport Direct, qui est une grande chaîne de retail britannique concernant le sport, où il a fait fortune. Et oui, non, ça a été absolument incroyable. Et c'est pour ça, en fait, j'étais surtout content pour eux pour ça. Après, voilà, ça parlait d'argent sale, etc. Ça, c'est autre chose. Mais ça aurait été n'importe quel repreneur, la joie aurait été exactement la même.
Alors, déjà, on peut dire une chose, c'est que Mike Ashley, lui, semble rebondir après tout ça, puisqu'il va très certainement reprendre Derby County. Bon, on Ouais. va pas épiloguer là-dessus, mais bon, il y a une porte de sortie en tout cas pour Mike Ashley. Ouais, porte de sortie, bon, très compliqué quand même, mais oui, j'ai vu que le Mirror l'avait Ouais, envoyé l'information en mode exclusif, donc je sais pas si s'il y a forcément quelque chose là, parce que c'est très compliqué aussi. Bon, on n'est pas là pour parler de Derby County aussi, c'est ça, c'est ça. Bon, mais c'était voilà. juste la En petite tout cas, info voilà. comme ça, jetée comme ça, voilà. Alors, voilà, l'avenir de Newcastle, ça peut être quoi? Aujourd'hui, on parle surtout de la fin du mandat de Steve Bruce à la tête de l'équipe. Là aussi, c'est une info du Daily Mirror. Alors, on s'y attend un petit peu. Est-ce que l'équipe change d'entraîneur? Alors, est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que c'est réellement ce qui va arriver? Est-ce que toi, Geoffrey, tu penses que ça pourrait arriver? Alors, on parle déjà pour assurer l'intérim de Graham Jones qui prendrait Mm. l'intérim en attendant l'arrivée d'un entraîneur qui serait un entraîneur de renom. Alors, 3 noms ont été avancés jusqu'ici. Antonio Conte qui semble la cible la plus probable. Mm. Il y a le sélectionneur de l'Italie, Roberto Mancini, et aussi Zinedine Zidane, qui est la piste la moins chaude des trois. Bah déjà, Kylian, si t'étais les nouveaux investisseurs, toi, tu tirais plutôt sur qui? Sur un Conte, sur un Mancini ou sur un double Z? Si je veux tenter un challenge et prendre un entraîneur qui veut un peu, tenter de nouvelles choses et sortir de sa zone de confort, je prendrais un Zinedine Zidane parce qu'il a quand même été fait uniquement du Real Madrid et si, Zidane est joueur et si le club est joueur, il pourrait tenter le coup. Se dire: «Tiens, on va aller chercher un gars qui a jamais pris un club de milieu de tableau, mais quand même historique de la Première Ligue et qu'il essaie de nous emmener vers les cieux. Et si j'étais plus pragmatique, je sais pas, je dirais ouais, Conte parce que déjà pour moi c'est sûr qu'ils vont prendre un nouvel entraîneur, hein, faut pas se le cacher. Quand on a enfin, le principe quand même c'est que quand on change un club, enfin quand un club est racheté, le principe c'est qu'on fait table rase et on change tout dedans, de A à Z, donc de l'entraîneur, jusqu'à la tête du club et même parmi les joueurs, hein, puisqu'ils vont quand même acheter des gros joueurs vu ce qu'ils vont pouvoir investir. Ouais, non, la tactique fun, je dirais Zidane et le truc plus réaliste, Conte. Alors toi, tu tranches de quel côté, Geoffrey, du coup là? Bah, c'est vrai que oui, on a parlé beaucoup de Conte qui était peut-être un petit peu la piste la plus chaude. Bon, évidemment, c'est que des entraîneurs, on va dire libres, sauf on va dire Roberto Mancini. Euh, après, après c'est ouais, c'est un peu compliqué. Après, le problème, c'est que Antonio Conte, lui aussi, voilà, il connaît la Première Ligue. Il a prouvé en Première Ligue, il a gagné avec Chelsea, donc ça peut être aussi une bonne pioche. Après, c'est vrai qu'Antonio Conte, lui, c'est vraiment un style de jeu très particulier, basé très sur le physique et surtout sur ce fameux 3-5-2. Mais pourquoi pas Antonio Conte? C'est vrai que je vois bien Amanda Stevlet direct un petit peu, enfin pas tout de suite, mais en tout cas à l'été prochain. En tout cas, miser sur lui. En tout cas, oui, ce qui est presque une certitude, et c'est vrai que mon confrère Keeves Dowie, qui suit Newcastle pour Sky et puis qui a rapporté toute la journée aussi les minutes avant le rachat, Mhm. toutes les informations par rapport à ça toute la journée sur Sky. Pour lui, pareil, ça fait plus vraiment de doute que même Steve Bruce ne soit plus aussi sur le banc de Newcastle, même pour le prochain match là contre les Spurs, donc à St James Park après la trêve internationale. Et où t'en as parlé, peut-être remplacé par Graham Jones. De toute façon, faut pas non plus tout chambouler tout de suite. Donc Graham Jones, qui est le coach assistant et qui est arrivé en janvier 2021 à Newcastle. Après, il faut savoir que de toute façon, tout de suite, lors du mercato hivernal, évidemment, il y aura de l'argent alloué pour des recrues. On parle notamment, et c'est le Guardian qui l'a annoncé, de James Tarkowski, le défenseur central de Burnley. Alors, ça peut être que Burnley, mais James Tarkowski est un des meilleurs défenseurs central de Première Ligue et voilà, on va dire qu'à l'étranger, on va dire personne vraiment le connaît. Je parle évidemment de ceux qui suivent vraiment la Première Ligue de loin, mais en tout cas, c'est pas parce qu'il joue à Burnley Pas qu'il est du pas tout. bon ou en tout cas Bien moins bon. sûr. C'est vraiment un des meilleurs aussi défenseurs central en Première Ligue. Et juste pour te couper, on parle d'une enveloppe.
une belle enveloppe de 220 millions d'euros quand même. Ouais, j'ai vu. C'est le Télégraphe qui en parlait. Ouais, j'ai vu aussi le nombre. Alors après, est-ce qu'ils vont tout dépenser? Je sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'ils vont forcément renforcer l'effectif par, je pense, deux, trois beaux noms en tout cas de la première ligne. Après, je pense qu'aussi on va dire le premier travail des repreneurs. Euh, il y aura pas que forcément tout de suite remodeler l'effectif, mais il y aura aussi un travail de fond. Il y aura aussi remoderniser le centre d'entraînement à Downsleigh Park. Il y aura aussi rénover aussi un petit peu St James Park, etc. et refaire un peu toutes les infrastructures. En fait, voilà, c'est comme un petit peu Manchester City. Il y aura pas que l'équipe évidemment on va dire à remodeler, à recréer une équipe évidemment performante pour pouvoir après gagner évidemment ce qui est le but d'ici 4-5 ans la Première Ligue et ensuite la Ligue des Champions. C'est voilà, refaire un centre d'entraînement super performant, rénover St James Park, etc. Donc tout ça. Mais oui, bien sûr, les premières rumeurs en janvier et les premières signatures vont être scrutées de près, ça c'est une certitude. Et il y aura, je pense, beaucoup de départs. Il y aura, je pense, quand même pas mal de départs l'été prochain. Alors, Kylian, justement, on parlait de Tarkowski. Il y a d'autres joueurs qui ont été cités par la presse anglaise et même d'autres presses étrangères depuis l'officialisation de ce rachat. On parle de Jesse Lingard aussi. On parlerait même de Kalidou Koulibaly comme cible principale des Magpies, le défenseur central du Napoli qui est en contrat jusqu'en 2023 en Italie. On parle aussi de l'attaquant du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, qui joue de moins en moins du côté de la capitale. Donc il y a des gros noms qui sortent un petit peu au fur et à mesure. Mais toi, est-ce que parmi ces noms déjà, est-ce qu'il y en a un que tu vois potentiellement pas forcément se relancer, parce que Koulibaly c'est pas un joueur qui a besoin de se relancer, mais parmi ces joueurs ou d'autres joueurs que toi t'aurais pu penser, qui selon toi pourrait potentiellement se laisser séduire ou devrait même se laisser séduire par ce projet? Après, déjà, je tiens à dire qu'il faut pas faire n'importe quoi dans les premiers achats, parce qu'on en a vu des clubs rachetés et qui, avec les gros sous-sous, dès les premiers mercatos, Tu m'en diras tant. des, faisaient un peu des achats, en veux-tu, en voilà, dont certains totalement inutiles. Donc, non, Koulibaly, pour moi, ça serait vraiment une très bonne pioche. C'est un excellent défenseur. Il a fait plus que ses classes au Napoli. Donc, pour moi, ça serait l'exemple typique de joueur qui pourrait très bien rentrer dans ce club et dans le championnat, quand on connaît ses grandes qualités physiques. Donc, Koulibaly, ça serait une vraie bonne pioche, je pense. Sinon, si je devais citer un joueur comme ça qui pour moi pourrait peut-être s'intégrer dans ce truc-là, j'aimerais bien voir Coutinho, par exemple. Je sais Ouais, pas j'avais pourquoi. pensé aussi, mais pareil, il est ressorti pas mal aussi, où il est maintenant Ouais. complètement en difficulté, de le revoir maintenant en première ligue, ouais, ouais, ouais. Ouais, et Coutinho, le revoir en première ligue pour voir si c'est juste le Barça qui l'a tué ou si c'est vraiment un joueur de première ligue. Enfin, je sais pas, ça m'intéresserait de le revoir en première ligue et donc à Newcastle. Après, Coutinho, ouais, je suis pas sûr que ce soit un choix pertinent dans le sens où c'est un gouffre afrique. Même si là, bon, ça a pas l'air d'être la préoccupation première des dirigeants, mais il faut faire attention quand même. Tu as un Coutinho qui a pas forcément été au meilleur de sa forme dans les dernières années. Donc le pari est un peu risqué, même si on connaît le Coutinho de Première Ligue, mais on ne sait pas ce que ça va donner après 3 ans, même un peu plus, un peu sur un niveau qui est largement inférieur à ce qu'on lui connaît. Donc ça va être à scruter. Bien sûr, le premier mercato dès cet hiver va être à scruter et on verra. Bon, on peut pas juger tout de suite de toute façon si le projet sera viable ou pas. Ça se verra sur le terrain. Avec les recrues, comment vont s'adapter aussi peut-être certains joueurs qui peuvent rester. Geoffrey, je sais pas si toi, de ton côté, tu as des joueurs qui pourraient potentiellement rester du côté de Newcastle. Moi, je pense à des joueurs comme Saint-Maximin qui sont très, Ça, c'est un maximum, ça c'est une certitude. très En tout cas, appréciés du côté de Newcastle en plus. Donc, très apprécié. Puis de toute façon, le meilleur joueur de loin avec Callum Wilson de bien sûr. l'effectif. Bon, mais non, non, c'est une quasi certitude qui va rester même encore
pour des années, je sais pas, mais en tout cas, c'est une certitude. Après, non, c'est plus des joueurs, on va dire du deadwood, comme on dit bien en Angleterre, on va Le dire bois des joueurs mort. qui sont là depuis des années, ou des joueurs qui coûtent cher, ou des joueurs qui sont là depuis des années mais qui sont blessés. Je pense à des Paul Demet, je sais pas si Jean-Claude Shelby va forcément rester. Jeff Hendrick qui avait été pris libre de Burnley, mais voilà, qui a pas essayé de faire son trou non plus du côté du Newcastle. Ryan Fraser aussi qui est arrivé de Bournemouth et je pensais qu'il allait être titulaire indiscutable dans cette équipe, puis finalement qui cire le banc. Joe Linton évidemment, je ne pense pas qui va rester. Je rappelle que c'est la recrue la plus chère de l'histoire de Newcastle à 40 millions d'euros et qui est un four monumental. Dwight Gale aussi qui est là depuis super longtemps. Voilà, donc oui, non, il y aura forcément beaucoup de joueurs de ce type-là qui vont partir. Alors peut-être déjà dès janvier, mais beaucoup surtout lors de l'été 2022. Voilà, ça sera ce genre de joueurs-là, etc. Après, voilà, Alan Saint-Maximin, Callum Wilson, et puis surtout aussi un autre qui est assez décisif, c'est Miguel Almiron, un autre des joueurs très techniques de cette équipe. Ils vont vouloir aussi, voilà, garder ces joueurs-là pour après ramener évidemment d'autres grands joueurs, etc. Mais peut-être que la priorité, vraiment des priorités, c'est peut-être au milieu et puis surtout derrière. C'est pour ça que, par exemple, il y a la rumeur Koulibaly et puis surtout vraiment l'exclusif du Guardian qui parlait de James Tarkowski. Alors, bien sûr, avant de parler de tous ces joueurs, il va falloir que ça se construise, que les bases du projet soient bien indiquées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, en Première Ligue, ça fait grincer des dents, puisque selon les informations du Guardian, les 19 autres clubs de Première Ligue ont demandé une belle réunion d'urgence à la fédération anglaise. Pour comprendre comment cette vente a pu se faire, a pu être homologuée par la Fédé. Alors, bon, j'aime bien les clubs de Première Ligue, mais quand tu te dis qu'il y a les 19 clubs, et donc dans ces 19 clubs, il y a Manchester City, bon, ça me fait quand même... C'est le bal des faux culs. Ça me fait grandement rire. Ça me fait oui, et puis ça va même au-delà de Manchester City. Quand tu prends le fameux, enfin ce qu'on appelle, j'aime pas du tout cette appellation, mais le fameux Big Six avec tout le cinéma de la Super League, etc., qui ne les dérangeait, enfin surtout qui ne les dérangeait pas du tout de faire à côté une compétition. Et là, juste qu'ils ont peur du fait qu'une autre, évidemment, concurrence va arriver, évidemment pas tout de suite, mais en tout cas d'ici peut-être 4-5 ans, ça prendra le temps que ça prendra, mais par rapport au titre, etc. Là, oui, c'est hypocrite. Voilà, c'est ça. Ils ont un peu peur et puis ils avancent, on va dire l'excuse du oui, ça fera mal à la marque Première Ligue. Non, c'est un petit peu complètement le bal des faux culs, etc. Pour les autres clubs qui jouent tout le temps le milieu de tableau et le maintien, bon, je peux comprendre qu'on puisse s'interroger, etc. et puis demander des comptes, etc. Pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, on va dire les manques du Big Six, Manchester City, bon lui qui est vraiment en plus dans la même veine, qui a été racheté par Abu Dhabi et qui est détenu aussi indirectement par les Émirats Arabes Unis, puis même pourquoi pas aussi Chelsea, qui appartient pas évidemment à la Russie, mais à Roman Abramovich qui met évidemment, qui réinjecte quand il veut. Voilà, c'est un petit peu voilà le qui se fout de la charité, etc. De leur part, en tout cas à eux, par rapport à cette réunion d'urgence concernant ce rachat. Messieurs, juste pour terminer sur ce podcast, est-ce que, de manière durable, vous pensez que cette arrivée de ce nouvel investisseur du côté de Newcastle sera un bénéfice plutôt que quelque chose de plutôt désavantageux pour la Première Ligue? Kylian, toi, t'en penses quoi? Si on est pragmatique, on peut se dire que ça rajoute de la concurrence aux clubs comme City. Pourtant, j'aime beaucoup City, mais peut-être qu'il faudrait qu'ils aient ils ont beaucoup de concurrence, mais une concurrence de plus parmi les autres. Donc, si on est pragmatique, on peut se dire que c'est de la concurrence en plus. Si on essaie de réfléchir de façon responsable, c'est une fois de plus l'argent qui l'emporte, quoi. Donc, je suis un peu entre deux eaux, je t'avoue. Ouais. Donc, je saurais pas trop quoi dire. J'ai envie de dire les deux réponses. Geoffrey, toi, du coup, plutôt positif pour le coup, je suppose.
Bah, positif, en tout cas, évidemment, en ce qui concerne les supporters de Newcastle qui vont après forcément lutter après pour les trophées, etc. Après, pour vraiment la première ligue, évidemment, en elle-même, bien sûr, dans le sens où ça fera une ligue encore plus compétitive. La lutte pour le titre va être absolument dingue. Même après, même au-delà de ça, et même plus, c'est la lutte aussi pour le top 4, etc. Ça va rajouter un acteur. Donc forcément, pour la première ligue, c'est tout bénef. Pour les supporters de Newcastle, c'est tout bénef. Après, voilà, pour l'image, etc., pour l'éthique, etc., on peut se poser la question si on est contre. Mais si je parle d'un point de vue global pour la première ligue, oui, bien sûr, pour les supporters de Newcastle, oui. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a toujours de savoir comment ça a été fait, par qui, etc., le rachat, bien sûr. Mais voilà, on peut répondre par oui ou par non, ça dépend d'où on se place, bien sûr. Bon, bah en tout Bon. cas, merci à toi Geoffrey d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce podcast. On s'est quitté là sur ce mot de fin avec l'hymne de Newcastle. Merci aussi à toi Kylian. Donc Pas de souci, avec plaisir. Hein. le jour où sort ce podcast, donc le 99e épisode de Temps Additionnel, on sera en live 21h sur Twitch pour fêter la 100e. Ça sera disponible en replay sur nos différentes plateformes de streaming, mais on va la faire avec vous, cette 100e, pour la célébrer. On aura tout un tas d'invités tout au long de la soirée. Ça durera de 21h à minuit et on espère vous voir nombreux. En tout cas, voilà, plein d'anciens invités des 99 précédents podcasts seront avec nous. Donc ça va être un réel plaisir. On se retrouvera du coup pour les podcasts en enregistré comme ça d'ici la semaine prochaine pour les nouvelles affiches. C'était Quentin de Temps Additionnel. Ciao tout le monde.